Le monde entier s'est arrêté ce 20 juillet 1969. Ce n'est pas un hasard. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain a descendu une échelle métallique et posé le pied sur un corps céleste qui, jusque-là, n'existait que dans l'imagination, la mythologie et les mathématiques. Neil Armstrong, 39 ans, commandant d'Apollo 11. Tornava, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, devant les caméras, alors que plus de 650 millions de personnes. Ils assistaient en direct, en temps réel, à ce qui fut immédiatement salué comme la plus grande prouesse technologique du XXe siècle. Il ne s'agissait pas simplement d'un spectacle médiatique. C'était une rupture symbolique. L'idée de limites humaines a été redéfinie à cet endroit. En quelques secondes, l'humanité croise une frontière qui, pendant des millénaires, avait semblé infranchissable. Au cours des 3 années suivantes, 5 autres missions Apollo furent lancées. Ils répétaient l'exploit. 12 astronautes ont marché sur la Lune. Des instruments scientifiques y ont été laissés. Des kilos de roches et d'échantillons ont été rapportés sur Terre. Notre compréhension de l'origine du système solaire a progressé de manière significative. Rien de tout cela ne s'est déroulé en secret. Rien de tout cela ne s'est déroulé en marge de la science. Et pourtant, quelque chose d'étrange commença à se produire. Malgré toute cette quantité de données, d'enregistrements, de transmissions, de documents techniques et de preuves matérielles, une idée a commencé à circuler, d'abord timidement, puis avec une insistance croissante. Et si rien de tout cela ne s'était réellement produit? Et si le plus grand triomphe de l'humanité n'était en réalité que la plus grande mascarade jamais mise en scène? Le plus déconcertant n'est pas que ce doute existe. Les doutes ont toujours existé. Ce qui est frappant, c'est qu'ils commencent à douter, et quand cette méfiance s'est renforcée. En 2005, une enquête a révélé qu'environ 25% des Américains âgés de 18 à 25 ans croyaient que l'homme n'avait jamais posé le pied sur la Lune. Un jeune sur 4, né des décennies après la fin du programme Apollo, a grandi entouré d'une quantité d'informations sans précédent. Pourtant, il a commencé à remettre en question l'un des événements les mieux documentés de l'histoire moderne. Ces données ne sont pas anodines. Il ne se contente pas de pointer du doigt l'ignorance ou le manque d'accès à l'information. Il pointe du doigt un problème plus profond, une rupture de confiance, un fossé entre les faits, les institutions et la perception du public. Car le programme Apollo était un projet d'envergure. À ce jour, il demeure l'une des plus importantes mobilisations techniques, industrielles et humaines jamais entreprises. À son apogée, près d'un demi-million de personnes y ont travaillé directement ou indirectement. Ingénieurs, physiciens, techniciens, mathématiciens, médecins, opérateurs radars, métallurgistes, programmeurs, pilotes, contrôleurs aériens, universités, entreprises privées, laboratoires indépendants, observatoires internationaux. Tout cela sous le regard attentif du monde entier, y compris de l'Union soviétique, qui surveillait chaque lancement grâce à ses propres systèmes de suivi. Et pourtant, la question persiste. Comme une opération de cette ampleur est-elle désormais perçue comme une farce par une partie significative de la population? Cette question n'est pas apparue par hasard. Elle n'est pas née sur Internet. Elle n'a pas commencé avec des vidéos amateurs ou des forums anonymes. Elle a une origine claire, datée et documentée. Et elle commence avec un homme précis, dans un contexte historique très particulier. Dans les années 1950 et au début des années 1960, les États-Unis ont connu une période d'optimisme quasi inébranlable. La technologie était perçue comme une force salvatrice, la science comme la voie inévitable vers un avenir meilleur. Mais ce climat s'est rapidement dégradé. La guerre du Vietnam s'éternisait sans victoire. Des scandales politiques ont éclaté au grand jour, révélant des programmes gouvernementaux secrets. La confiance aveugle dans les institutions a commencé à s'effriter. C'est précisément dans ce climat de désillusion que le récit du faux atterrissage a trouvé un terrain fertile. Ce qui est curieux, c'est que, de prime abord, cela paraissait logique à ceux qui ne croyaient plus en rien. Après tout, comment croire qu'en moins de 10 ans, l'humanité soit passée du premier vol habité en orbite terrestre au premier pas sur la Lune? Comment accepter qu'après de graves tragédies au sein même du programme spatial, tout se soit soudainement mis à fonctionner à merveille? Comment expliquer un tel bond technologique? Ce sont des questions légitimes,
Il mérite des réponses techniques, historiques et documentées. Le problème survient lorsque ces réponses sont remplacées par des récits commodes, simplifiés et émotionnellement séduisants. Et c'est précisément à ce moment-là que le ton de cette histoire change. Car, contrairement à ce que beaucoup imaginent, la théorie du faux atterrissage ne provient ni d'analyses approfondies, ni de découvertes scientifiques secrètes, ni de fuites internes répétées. Elle provient d'un livre. Un livre écrit par quelqu'un qui se présentait comme un expert, qui prétendait avoir consulté des documents secrets, mais qui n'a jamais réussi à en prouver l'existence. Ce livre n'est pas devenu un best-seller. Il n'a pas été pris au sérieux par la communauté scientifique. Mais il a mis au jour quelque chose d'encore plus puissant, un public prêt à croire. Et lorsqu'un récit trouve un public émotionnellement préparé, il n'a plus besoin de preuves. À partir de ce moment, le doute ne naît plus des preuves, mais de la répétition, de la méfiance accumulée, d'un sentiment diffus que quelque chose cloche, même lorsque les chiffres, les données et les documents concordent. Et c'est précisément là que se pose la question qui compte vraiment, non pas à propos de la Lune, mais à propos de nous. Comme l'une des réalisations les plus incontestables de l'histoire de l'humanité, est-elle devenue, pour des millions de personnes, un symbole de tromperie? Tout de suite, essayons d'aller au fond des choses et de comprendre cette méfiance. L'homme, le livre et la logique de la théorie qui a changé la façon dont le monde percevait la Lune, et la vérité elle-même. Si la méfiance envers l'alunissage a pris de l'ampleur, elle n'est pas apparue ex nihilo. Elle a été organisée, systématisée et présentée au public sous un nom précis, William Kaysing. Comprendre qui il était, ce qu'il affirmait et pourquoi ses idées ont prospéré est essentiel pour comprendre comment un récit fragile a réussi à perdurer pendant des décennies. Kaysing n'était ni un scientifique de la NASA, ni l'ingénieur en chef du programme Apollo. Il a travaillé pendant une courte période comme rédacteur technique au sein de Rocketdyne, une entreprise liée à l'industrie aérospatiale et fournisseur de moteurs de fusée. Il exploita au maximum ce détail apparemment anodin. Dans un monde où la méfiance envers les autorités commençait déjà à s'installer, il lui suffit de dire « j'y étais » pour que beaucoup se mettent à l'écouter attentivement. En 1976, 4 ans après la fin du programme Apollo, Kaysing publia de manière indépendante un livre au titre direct et provocateur. Nous n'avons jamais marché sur la Lune. La thèse centrale était simple, et précisément pour cette raison, séduisante. Un alunissage était techniquement impossible dans les délais promis par John F. Kennedy. Selon lui, la NASA s'en est rendu compte à mi-chemin du processus et a opté pour une fraude monumentale afin d'éviter un échec politique face à l'Union soviétique. Pour étayer cette affirmation, Kaysing prétendait avoir eu accès à un rapport secret de la NASA, censément rédigé à la fin des années 1950, qui calculait les chances de succès d'une mission lunaire. 0,17%, un chiffre très précis, jamais vérifié. Aucun exemplaire du rapport n'a été présenté. Aucun auteur n'a été identifié. Aucun document officiel de la NASA, pourtant largement accessible, ne mentionne cette étude. Malgré cela, ce chiffre a commencé à circuler comme s'il s'agissait de données techniques légitimes. L'argument émotionnel le plus convaincant de Kaysing découle d'un événement réel et tragique. L'incendie d'Apollo 1, l'incident de 1967, qui avait coûté la vie à 3 astronautes lors d'un essai au sol, l'avait profondément marqué. Il était convaincu que cela démontre l'incapacité de la NASA à mener à bien des missions en toute sécurité. Comment, dès lors, le même programme avait-il pu réaliser un exploit aussi parfait seulement 2 ans plus tard, exploit ensuite reproduit avec succès par 5 autres missions? Cette question a trouvé un écho favorable car elle semble logique au premier abord. Mais elle ignore un élément central de l'ingénierie et des sciences, échec. Elles font partie du processus d'évolution technologique. La catastrophe d'Apollo 1 a entraîné une refonte complète des systèmes de la capsule, des protocoles de sécurité et de la conception même du vaisseau spatial. Il ne s'agissait pas d'un obstacle caché, mais d'un événement qui a fait l'objet d'une enquête approfondie, d'une documentation exhaustive et de mesures correctives. Néanmoins, Kaysing a élaboré un récit alternatif. Selon lui, les fusées Saturne V ont décollé de vide. Les astronautes, ils furent retirés peu avant le lancement et transportés dans un studio secret de la zone 51, où tout fut mis en scène. Les signaux radio,
interceptés même par des stations étrangères, auraient été falsifiés. Quant aux roches lunaires, des météorites collectées en Antarctique ou des échantillons fabriqués en laboratoire. Aucune de ces allégations n'était étayée par des preuves vérifiables. Aucune de ces informations n'a résisté à une analyse technique indépendante. Mais cela n'a pas empêché la rumeur de se répandre. La raison est simple. Kaysing n'a pas seulement proposé une théorie, il a proposé un ressenti. Le sentiment que le public avait été trompé. Il existait une vérité cachée, que la suspicion était un signe d'intelligence et non d'ignorance. Ce mécanisme psychologique est aujourd'hui largement étudié. Les recherches en psychologie cognitive montrent que les récits conspirationnistes ont tendance à prospérer dans les contextes où la confiance institutionnelle est ébranlée. Ils offrent des explications simplistes à des systèmes complexes et attribuent des intentions cachées à des événements qui, en réalité, impliquent des milliers de variables techniques. Et plus la réalité est complexe, plus une explication simple devient séduisante, même si elle est fausse. C'est là que l'impact de cette histoire cesse d'être purement historique et commence à toucher notre quotidien. Car le même schéma se répète aujourd'hui dans des domaines tels que les vaccins, le changement climatique, la technologie, la politique et la science des données. La logique est toujours la même, choisir un événement réel, en supprimer le contexte technique, y insérer une intention cachée et tout présenter comme ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que ce n'est pas simplement une histoire sur la Lune. C'est l'histoire de comme nous le croyons, à qui faire confiance, et pourquoi certaines idées se répandent-elles même sans preuve. Si ce type d'analyse vous semble pertinent, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui souhaitent également comprendre ce qui se cache derrière les récits que nous consommons quotidiennement. Mais il y a un point que ni Kaysing ni ses partisans n'ont jamais été capables d'expliquer de manière cohérente. Le programme Apollo impliquait environ 4 000 îles à 500 000 personnes. Depuis sa création, elle a servi des ingénieurs civils et militaires, des universités, des entreprises privées, des centres de recherche et des fournisseurs internationaux. Pendant plus de 5 décennies, aucun document interne fiable, aucun témoignage technique vérifiable, aucune preuve matérielle concrète a émergé pour soutenir l'idée de fraude. Face à ce constat, la théorie se devait d'être encore plus radicale. Pour survivre, elle commença à affirmer que tous ceux qui en savaient trop avaient été corrompus, menacés ou assassinés. Une explication qui, ironiquement, suppose un complot bien plus vaste que l'alunissage lui-même. Et c'est précisément à ce moment-là que le récit commence à se fragmenter. Car plus la théorie tente de répondre à des questions légitimes, plus cela crée des contradictions. Et plus elle s'adapte pour survivre, plus elle s'éloigne de la réalité technique, historique et humaine. À suivre. Nous allons exposer le point de rupture de cette théorie, le moment où elle cesse d'être simplement improbable et devient logiquement intenable. Nous en sommes arrivés au point où la théorie du faux atterrissage n'est plus une simple curiosité historique, mais commence à révéler quelque chose de bien plus inquiétant. Pas à propos de la Lune, mais à propos de nous. Tout au long de cette vidéo, il est devenu évident que le récit de la supercherie lunaire n'est étayé par aucune donnée, preuve technique ou témoignage vérifiable. Il repose sur autre chose, méfiance accumulée, et cela a des conséquences bien réelles. Lorsque nous ignorons comment cette théorie a vu le jour, qui l'a élaborée et pourquoi elle s'est répandue, nous ouvrons la porte à un problème plus grave. La normalisation de l'idée que toutes les preuves peuvent être écartées si elles contredisent un récit émotionnellement rassurant. L'alunissage, en ce sens, n'est que le premier domino à tomber. Aujourd'hui, le même schéma s'applique aux vaccins, au climat, à l'intelligence artificielle, à l'astronomie, à la médecine et à l'économie. La logique est toujours identique. Sélectionner un événement complexe, éliminer le contexte technique, insérer une intention cachée, déclarer que la vérité était cachée. Il en résulte un scepticisme non sain. C'est cynisme épistémologique, le rejet systématique de la réalité vérifiable. Dans le cas du programme Apollo, ce déni exige un effort colossal pour perdurer. Il suppose de croire que des centaines de milliers de personnes, ingénieurs, scientifiques, techniciens, militaires, universités entières, observatoires étrangers,
ont sciemment participé à une mascarade parfaite pendant des décennies. Ils supposent d'accepter qu'aucune preuve concrète n'ait jamais fuité, qu'aucun document technique fiable n'ait émergé, qu'aucune véritable incohérence matérielle n'ait été découverte. Ils supposent d'imaginer un complot si sophistiqué qu'il en devient plus improbable que l'exploit même qu'ils tentent de nier. Et pourtant, le doute persiste. Pourquoi? Parce qu'elle ne se nourrit pas de logique. Elle se nourrit de inconfort. Du malaise que suscite l'idée que la réalité est trop complexe pour être expliquée de façon simpliste. Que les grandes réalisations ne sont pas le fruit de la magie, mais le résultat d'erreurs, de morts, d'échecs, de corrections et d'un travail collectif intense. Que l'humanité, malgré de profondes failles morales, est aussi capable d'exploits extraordinaires sans avoir recours à des subterfuges. Il arrive un moment où la théorie du faux alunissage révèle sa véritable nature. Il ne s'agit pas d'une enquête sur la Lune. Il s'agit d'une crise du sens. Une tentative de reprendre le contrôle dans un monde où la science progresse plus vite que notre capacité émotionnelle à suivre le rythme. Et cela nous amène à une question plus profonde. Une question qui est rarement posée. Si nous pouvons si facilement accepter que la plus grande réussite technologique du XXe siècle ait été un canular, qu'est-ce qu'on est prêt à nier d'autre quand ça nous arrange? Cette question n'est pas rhétorique. Elle a des implications directes sur notre conception de la connaissance, de la vérité et de la conscience elle-même. Car, au fond, le conflit n'oppose pas le fait de croire ou de ne pas croire en la Lune. Il oppose deux visions de l'univers. Une réalité dans laquelle la réalité est extérieure, vérifiable et indépendante de nos croyances, et une autre où la réalité est façonnée par le récit qui résonne le plus avec nos peurs et nos désirs. C'est précisément à ce stade que cette enquête se rattache à quelque chose d'encore plus vaste. Si l'esprit humain est capable de rejeter des preuves accablantes au profit de récits émotionnellement séduisants, alors la conscience n'est pas simplement un observateur passif de l'univers. C'est un filtre de réalité actif. Il sélectionne, déforme, amplifie et ignore. Et ça change tout. La question centrale n'a peut-être jamais été « Sommes-nous allés sur la Lune ?» La vraie question est peut-être « Comment la conscience humaine construit-elle ce qu'elle appelle la vérité ?» C'est ce doute, profond, dérangeant et inévitable, que j'explore dans le livre numérique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient? Non pas comme une promesse mystique ou une réponse facile, mais comme le prolongement logique de cette recherche. L'ouvrage explore précisément la frontière entre science, philosophie et perception, analysant si la conscience est un simple sous-produit de l'univers ou si elle participe activement à l'organisation de la réalité. Si cette question a continué à vous tarauder l'esprit pendant que vous regardiez cette vidéo, la prochaine étape est claire. Le lien vers l'e-book se trouve dans « Commentaires épinglés disponibles par code QR sur le corps ». Ignorer ce débat ne nous protège pas. Cela nous rend seulement vulnérables à tout discours suffisamment convaincant. Et maintenant, avant de conclure, laissez cette image se former dans votre esprit, non pas comme une métaphore vide, mais comme une provocation concrète. Un être humain seul, dans un silence absolu, contemplant la terre suspendue dans le vide. Il n'y a pas de drapeau là-bas, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de récit, il n'y a que la conscience confrontée à l'immensité. La question finale n'est pas de savoir si cela s'est produit en 1969. La question est, qu'advient-il d'une civilisation qui commence à douter de sa propre capacité à comprendre la réalité? Si ce contenu vous a amené à réfléchir au-delà des évidences, cela a ramené des certitudes et soulevé des questions qui ne peuvent être résolues par des slogans. Abonnez-vous à la chaîne, j'ai aimé la vidéo, et commentaire. Qu'est-ce que cette histoire a évoqué en vous? La conversation ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer.